Dans un monde où règne le chaos, la paix est une chose dont on ne peut que rêver. Les coups de tonnerre s'abattent et les rochers tombent du ciel comme la pluie. Au sol, les mères sont séparées de leurs enfants et les survivants tentent d'échapper à la destruction. La seule à s'opposer à lui est une femme aux cheveux roux. Elle semble épuisée, mais malgré sa fatigue, elle frappe de toutes ses forces, déterminée à l'achever. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. La jeune fille, qui s'appelle Bliss, a passé toute sa vie à se battre contre lui et ses alliés, et à chaque fois, elle a été battue. Ses adversaires n'ont qu'une idée en tête, détruire le plaisir, et aiment jouer avec la vie des mortels comme elle. Et quoi qu'elle fasse, Bliss perd toujours. Jusqu'au jour où le cycle est rompu et où elle se réveille dans une rue froide, allongée dans un panier. Il ne faut pas longtemps pour qu'un de ses ennemis mortels réapparaisse, Vian Wolf, un homme dont elle n'a jamais pu oublier le visage, mais il semble qu'il ait oublié le sien, et pour cause. Car Bliss s'est transformée en bébé et s'est retrouvée sur le pas de la porte du diable. Elle utilise ses pouvoirs pour remonter le temps, régressant lentement à travers les âges pour se donner plus de chances de sauver le monde. À chaque saut, elle rajeunit un peu, mais cette fois-ci, elle a plutôt fait un saut et s'est retrouvée bébé entre les mains de son ennemi. Cette fois, je crois qu'elle est allée un peu trop loin. Vihan l'emmène immédiatement à l'intérieur du manoir. Je suppose qu'il ne peut pas être un vrai méchant s'il a assez de cœur pour ramener un nouveau-né de la rue. Il semble assez innocent et excité de montrer sa nouvelle découverte au majordome Nisrak, mais on peut aussi l'appeler Nick. Il veut amener le bébé à son seigneur. Sir Vian Wolf est l'un des 5 loyaux subordonnés connus sous le nom de Sword of the Black Sea. C'est leur maître que Bliss a essayé d'atteindre toutes ces années. Il est donc assez ironique qu'il veuille maintenant l'emmener le voir. Mais je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire avec ses petits poings boudinés. Bliss essaie toujours de se faire à l'idée de l'arrivée du bébé. Comme tout le monde, que feriez-vous si vous vous réveilliez soudainement en tant que nouveau-né? Je serais en train de paniquer en ce moment. Et c'est un peu ce qu'elle fait, mais elle essaie aussi de comprendre comment rester en vie au cœur du territoire ennemi. Si elle meurt à nouveau, elle reviendra encore plus jeune, ce qui n'est pas vraiment un bon plan. Il est donc impératif qu'elle se fonde dans la masse, au moins jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour utiliser à nouveau ses pouvoirs. Heureusement, Nick et Vihan sont très facilement charmés par son comportement adorable. Le simple fait d'attraper leurs doigts les fait tomber sous son charme. C'est tout un contraste avec ses vies antérieures, où Vihan aimait la faire souffrir le plus possible lors de leur combat. Que ferait-il s'il savait que le bébé qui gazouille dans ses bras est en fait un guerrier qui voyage dans le temps et qui a juré de détruire son clan? Une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer un jour. Ensuite, Vihan se précipite pour présenter Baby Bliss à Warren Wolf, un autre Sword of the Black Sea. Dans son ancienne vie, c'est Warren qui a porté le coup de grâce, mais aujourd'hui, il est tout aussi épris de ses charmes que Baihan. Il est le 3e à faire une remarque sur sa ressemblance avec leur seigneur. Bliss les a ignorés jusqu'à présent, mais lorsqu'elle se voit dans le miroir, elle est horrifiée de découvrir qu'ils ont raison. Elle est le portrait craché de son ennemi juré, le roi des démons, Andrian Lucas Brandt, qui, comme par hasard, est en train de sortir du bain. Petite question. Pourquoi tous ces seigneurs démons sont-ils présentés avec leurs serviettes? Enfin, je ne me plains pas, mais je veux dire, je les imaginais un peu plus terrifiants. Cela ne me donne pas vraiment envie de les détester. Les autres supposent tous que le bébé doit être le sien parce que, eh bien, regardez-les, ils sont identiques. Mais le seigneur Lucas les corrige immédiatement et dit à Vihan de jeter le bébé. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est plus le seigneur démon que j'attendais. Bliss ne prend pas très bien le fait qu'on la jette dans la rue et se met en colère. Sauf que sa façon de se mettre en colère consiste à tendre la main vers eux en faisant plein de bruit de bébé qui gazouille. D'une manière ou d'une autre, sa petite technique gagne le roi démon. Après l'avoir serrée dans ses bras, il décide de la garder encore un peu. Au moins jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi ses yeux sont rouges. Il la nomme Eleanor et la confie aux servantes du manoir pour qu'elles la gardent en sécurité. Après toute l'excitation et l'agitation de la soirée, Baby Bliss / Eleanor est épuisée. Alors il se retire pour lui donner une chance de faire une sieste. Alors qu'elles sont toutes les deux seules, l'une des servantes se présente sous le nom de Marcia et s'allonge à ses côtés pendant qu'elle dort. Toutes les servantes semblent très enthousiastes à l'idée d'avoir une petite fille à charge, d'autant plus que c'est le premier enfant à arriver et à ne pas être envoyé directement dans le dortoir. D'après ses souvenirs, Bliss sait que le dortoir servait autrefois de foyer pour les orphelins qui étaient ensuite entraînés à se battre pour Lucas en tant qu'armes humaines. Ceux qui ne répondaient pas à ces critères étaient mis à la porte, ou pire, tués. Alors c'est vraiment une bénédiction qu'elle ressemble au duc.
Sinon, qui sait ce qui lui serait arrivé? Une semaine plus tard, Bliss s'est installé dans sa nouvelle vie, au domaine du roi démon. Honnêtement, c'est plutôt ennuyeux. Son corps de bébé ne lui permet pas de faire grand-chose, si ce n'est la sieste et le sommeil, et elle commence à se sentir frustrée par tout ce qui traîne. Elle a essayé de faire appel à l'un de ses pouvoirs, une compétence appelée « regard pénétrant ». Il lui permet de voir au loin, même à travers les murs, et lui a permis d'en apprendre un peu plus sur le manoir et son fonctionnement. Mais alors qu'elle essaie de l'utiliser cette fois-ci, elle est interrompue par Warren qui vient lui rendre visite dans son lit de camp. La première pensée de Bliss est qu'il a découvert sa véritable identité. Un homme de sa force n'aurait besoin que d'un doigt pour la tuer. Alors quand il baisse la main, Bliss tente d'invoquer son pouvoir pour le repousser. Et échoue. Elle se contente de le frapper avec un petit grognement pathétique. Heureusement pour elle, Warren semble satisfait. Probablement parce qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Il voulait juste qu'elle lui tienne à nouveau la main. Pour un ordre de seigneur démoniaque, il n'en faut pas beaucoup pour les attendrir. Après avoir rendu visite à Bliss, Warren se promène dans les couloirs lorsqu'il tombe sur Luke, qui le force à admettre où il était. Il semble fortement soupçonner que l'arrivée de ce bébé est un stratagème concocté par une certaine Karea et ordonne à Warren de garder un œil sur elle jusqu'à ce qu'il ait la preuve qu'il ne s'agit pas d'un piège. On dirait que Bliss ne s'est pas fait avoir aussi facilement qu'elle le pensait. Pendant ce temps, Vian et Marcia jouent avec le bébé et admirent sa beauté. À l'intérieur, Bliss s'ennuie beaucoup d'eux et est vraiment fatiguée d'avoir un corps aussi petit et chétif. Je suppose qu'après avoir été une guerrière, il n'y a rien de pire que de perdre toute sa force. Les deux membres les plus cruels du Sword of the Black Sea, Barbasha et Michaela, viennent ensuite rendre visite à la douce petite Éléonore. Quand elles ne sont pas sur le champ de bataille en train de trouver de nouvelles façons d'être méchantes et vicieuses envers Bliss, elles sont plutôt mignonnes. Du moins, Barbasha l'est. Il trouve le bébé adorable et panique totalement lorsqu'il sent la douceur de sa main. Michaela est la plus sèche des deux et semble moins amusée par la gentillesse d'Éléonore. En fait, elle est assez perspicace pour remarquer qu'elle comprend ce qu'ils disent. Elle est tellement impressionnée qu'elle envisage même de l'adopter elle-même. Mais malgré son engouement, Michaela semble aussi soupçonner qu'elle pourrait être une espionne envoyée par ce mystérieux personnage de Karea. Bliss est un peu choqué d'apprendre qu'ils sont déjà sur son cas, mais avant qu'ils ne puissent l'examiner plus, un autre membre de leur ordre arrive. Custiel leur capitaine et, à première vue, il semble être le plus calme et le plus ordonné que nous ayons rencontré jusqu'à présent. Mais Bliss se souvient du capitaine comme d'un général rusé avec un esprit de guerre. C'est son intelligence qui l'a toujours empêché d'atteindre Lucas dans ses vies antérieures, et c'est cette même intelligence qui menace de l'exposer dans celle-ci. Si quelqu'un doit découvrir sa véritable identité, c'est bien Custiel, mais au lieu de la soupçonner ou de la poignarder, il lui donne un chocolat. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Bliss continue de penser que ces types vont l'assassiner à vue et oublie qu'elle n'est littéralement qu'un bébé. Je ne vois pas comment il pourrait découvrir la vérité. Elle se laisse aussi facilement influencer par les sucreries. Après avoir reçu un chocolat, Bliss se précipite joyeusement dans les bras de Custiel et commence à jouer avec ses cheveux. Les autres sont choqués par ce spectacle. Toute personne qui oserait toucher le capitaine de cette façon serait normalement tuée sur le champ. Bliss sait à quel point ces actes sont dangereux, mais elle ne peut pas se contrôler. Après tout, c'est le seul moyen de communication que son petit corps connaît. Je veux dire, que feriez-vous à sa place? Tout d'un coup, Marcia, la servante, se précipite et tente d'empêcher Custiel de lui donner des bonbons. Apparemment, le chocolat n'est pas bon pour les bébés, ce qui est une nouvelle pour moi. Custiel rend Éléonore à Marcia et la félicite de s'être si bien occupée d'elle. Mais ça sonne plus comme une menace qu'un compliment. Apparemment, il craint lui aussi que Bliss ne grandisse un jour pour nuire à leur duc et prévient Marcia que si cela se produit, elle en sera également tenue pour responsable. C'est à se demander. Je veux dire, ils n'ont pas tort de se méfier, mais je veux dire, un bébé qui se méfie d'un bébé, bon sang. Au moins Marcia est de son côté. La façon dont sa femme de chambre s'occupe d'elle et la protège rappelle à Bliss tout ce qu'elle a manqué dans ses vies antérieures et à quel point elle a besoin de l'amour d'une mère. Après sa visite, il semble que les craintes de Bliss au sujet de Custiel se soient confirmées. Ses alliés n'ont rien remarqué, mais lorsque le capitaine a pris le bébé dans ses bras, il a perçu son énergie. Custiel se rend directement dans le bureau de Lucas et lui dit que l'enfant est doué pour la magie. Si elle est bien élevée, Éléonore pourrait devenir l'arme la plus puissante de l'armée des démons et même faire progresser la monarchie après son départ.
Il propose même de lui donner un nom qui corresponde à son pouvoir. Il est clair qu'Elénor a sa propre signification, alors il faut s'en tenir là. Pendant cette discussion, Bliss rêve de sa vie passée, de sa vie originelle où elle était heureuse avec son amant, Edwin. Maintenant, après tant de régression, il ne sait même pas qui elle est, alors que c'est pour lui, dans sa vie, qu'elle se bat si fort pour empêcher la destruction du monde. Elle se réveille en larmes, les servantes essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je suppose que c'est l'un des avantages d'être un bébé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si mal d'avoir des gens qui vous prennent dans leurs bras et vous câlinent quand vous pleurez. De plus, il la couvre de compliments pendant tout ce temps, lui disant à quel point elle est belle même quand elle pleure. C'est une scène adorable. Jusqu'à ce que Lucas fasse irruption dans la chambre et leur dise de se remettre au travail. Il demande pourquoi il y a tant de servantes pour un seul enfant, et elles répondent que l'enfant de leur seigneur a besoin de plus de soins qu'un bébé normal. Il les corrige rapidement en leur disant qu'Eleanor n'est pas son enfant et leur fait promettre de ne pas commettre la même erreur. Encore bouleversé par le traumatisme de son rêve, Bliss ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Marcia tente de la faire taire, mais il est trop tard. Lucas lui demande pourquoi elle pleure, et la pauvre servante lui répond qu'elle ne sait pas. Il la traite d'inutile et dit qu'elle est mauvaise dans son travail, ce qui semble un peu dur. Les bébés pleurent pour des centaines de raisons. Comment était-elle censée le savoir ? Alors qu'il s'avance vers eux, Bliss lève ses petites mains pour essayer de l'arrêter, babillant son petit langage de bébé. Comme d'habitude, c'est mal interprété. Marcia pense qu'elle essaye d'appeler Lucas papa, ce qu'il n'aime pas du tout. Quand il s'approche, elle lui donne un nouveau coup dans la main, ce qu'ils interprètent comme une demande de jouer. Ces gens ne comprennent vraiment pas les bébés. Il finit par attraper sa main et essaie de la tenir doucement. Il a presque l'air d'un enfant qui essaie de comprendre comment s'occuper de quelqu'un d'aussi petit. Voyant qu'il est curieux, Marcia lui propose de la prendre dans ses bras et les autres servantes l'encouragent en disant qu'un enfant a besoin d'une bonne relation avec ses parents pour être confiant et heureux. Ce qui est tout à fait vrai, sauf que ces deux-là ne sont pas parents et enfants, ils sont ennemis jurés. Custiel surgit de nulle part pour faire pression sur lui et l'inviter à la prendre dans ses bras. Bliss fait alors de son mieux pour piquer une crise en essayant de frapper sa poitrine et de se libérer. Les servantes le convainquent que c'est un signe qu'elle est heureuse. Il la rend à Marcia sans se douter que le petit bébé qu'il a tenu dans ses bras est en train de planifier son meurtre brutal et sanglant dès qu'elle aura assez de force pour le faire. Elle s'endort en rêvant de la journée et rate le premier et probablement le seul sourire que Lord Lucas Brandt ait jamais fait dans sa vie. Sérieusement, il n'a pas eu une seule expression positive depuis le début de la série. Avancé d'une semaine ou deux, et le jour d'une grande réunion arrive au domaine du roi des démons. Depuis, Lucas s'est tellement épris de sa fille adoptive qu'il l'emmène à la réunion pour qu'elle s'assoie sur ses genoux. Son conseil est également surpris, et qui pourrait le blâmer ? Au lieu d'expliquer longuement comment elle s'est retrouvée là, Lucas a commencé à dire aux gens qu'elle est son enfant, parce que je suppose que c'est plus facile. Bébé Bliss, quant à elle, ne lui facilite pas la tâche. Elle essaie de se libérer, mordant sa main et se tortillant sur ses genoux, jusqu'à ce qu'elle commence à attirer l'attention des membres du conseil. Le pauvre Lucas est persuadé que plus elle bouge, plus elle doit l'aimer. Même si elle n'arrête pas d'éclater de rire à cause de son délire, ça n'aide probablement pas. Il est tellement amoureux d'elle qu'il ordonne à son conseil de l'appeler désormais Princesse Éléonore. Elle gagne des cœurs à gauche et à droite, et tout ce qu'elle fait en réalité, c'est essayer de dire à tout le monde à quel point elle les déteste. Il semble que Baby Bliss ne puisse pas faire de mal, donc pour l'instant, on peut supposer qu'ils ne vont pas la tuer. Pas encore en tout cas. La réunion commence enfin, donnant à Bliss l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la politique ennemie, mais la première chose dont ils veulent discuter est l'anniversaire d'une grande princesse, Rhaena. Il s'avère que Lucas n'est qu'un duc parmi tant d'autres sous le contrôle de l'empereur. Rhaena est la fille unique de l'empereur, et pour autant que Bliss s'en souvienne, elle est à l'origine de l'effondrement du royaume. Dans le futur, Lucas et Rhaena se marieront, mais Rhaena finira par tromper Lucas. À ce moment-là, il essaie toujours de se rapprocher d'elle afin d'obtenir plus de pouvoir au sein de la famille royale. Mais Lucas est distrait par sa fille adoptive, ce qui agace l'un de ses principaux conseillers, Sir Cadon. Il désapprouve fortement la présence d'un bébé à leur réunion du conseil, car apparemment, il est le seul à avoir un peu de bon sens ici. Mais Michaela et Custiel se contentent de l'avertir de ne pas aller à l'encontre des souhaits de leur duc. Vraiment ? Tout ça pour un bambin ? Bliss se souvient de Cadon comme d'un maître stratège qui met Lucas à l'abri des attaques ennemies. Ainsi, si le fait de l'écarter du tableau nuirait au duc,
Cela la mettrait également en danger, du moins tant qu'elle est à ses côtés. Sir Cadon mentionne soudain le territoire du Rohan, un endroit abandonné situé au sud du continent où les dragons vivent en liberté et où les lois naturelles du monde n'existent pas. Cadon déclare soudain que le duc doit se rendre sur le territoire de Rohan pour trouver un cadeau d'anniversaire spécial pour elle. Quelque chose que personne d'autre n'aura vu auparavant. Cela me paraît insensé, mais apparemment la princesse est très difficile à impressionner. S'ils veulent avoir de bonnes relations avec la famille royale, ils devront faire quelque chose d'extraordinaire, et Bliss sait, d'après ses souvenirs, qu'un autre duc du nom de Kramer fera des choses horribles s'il met la main sur ce territoire. Lucas doit donc arriver le premier. Custiel rejette la proposition en un instant, et Bliss traverse la table pour essayer de le convaincre de revenir sur sa décision, en se frottant à son bras. Une tactique de persuasion peu orthodoxe, mais qui a le mérite d'attirer son attention. Mais c'est Lucas qui, pour une fois, interprète correctement les actions de Bliss et demande à son capitaine de ne pas être aussi effronté avec Sir Cadon. Bliss tente d'utiliser les quelques mots dont elle dispose pour lui dire qu'elle est d'accord avec Cadon, mais ce n'est qu'une absurdité de plus. À ce stade, j'ai hâte qu'elle grandisse et qu'elle apprenne à parler correctement, car cela commence à m'agacer aussi. Le duc pense simplement qu'elle dit qu'il est un père formidable, mais cela n'a pas d'importance s'il ne comprend pas tout à fait ce qu'elle dit. Sir Cadon la comprend et ramène la conversation sur le territoire de Rohan. Les autres sont convaincus que bébé Éléonore n'a aucune idée de ce qui se passe, car dans des circonstances normales, aucun enfant de son âge ne serait capable de suivre la politique des démons. Mais Lucas décide de vérifier leur théorie et d'offrir à sa princesse un papier et un stylo. Attendez, sérieusement, c'est ça son plan? Quel genre de bébé peut écrire mais pas parler? Bliss fait de son mieux pour écrire la vérité, à savoir que le territoire du Rohan leur apportera fortune et faveur royale. Il est donc impératif qu'il gagne ce territoire pour que le duc et elle réussissent. Elle parvient à écrire des lettres très gribouillées sur le parchemin, ce qui ne manque pas d'impressionner son père adoptif et ses soldats. Ils n'ont aucune idée de la façon dont un bébé a appris à écrire, et encore moins à reconnaître les lettres, et Bliss se rend soudain compte de son erreur. Le fait qu'elle montre soudain qu'elle est capable d'écrire soulèvera certainement de nombreuses questions dangereuses. Il est donc temps de faire ce qu'elle fait le mieux, le bébé innocent. Ils aiment tellement ça qu'ils utilisent un sort pour prendre une photo. Lucas lui ordonne même de continuer à prendre des photos mignonnes de sa fille chaque fois que le moment se présente. Bon sang, elle les a complètement pris dans ses filets. Lorsqu'ils reviennent enfin à la question, Custiel dit au bébé qu'il n'est pas convaincu parce qu'elle sait écrire. Comme elle essaye de communiquer avec eux sans succès, il convoque Marcia dans l'espoir qu'elle comprenne un peu mieux la princesse. Mais Marcia n'est pas non plus très utile, et c'est un petit garçon du nom de Teroka qui vient la voir. Il se présente directement à Bliss, ce qui est plutôt adorable. Teorka, ou Théo, est l'un des orphelins du dortoir, et a acquis une réputation de leader parmi les autres enfants. Bliss se souvient aussi de lui. Quand ils seront grands, tous les orphelins abandonnent Lucas. Ce qui n'est guère surprenant, étant donné qu'il les entraîne littéralement à devenir des enfants soldats. Tous les orphelins sauf Théo. Il est resté loyal et a protégé le duc lui-même sur le champ de bataille. Custiel explique aux garçons qu'ils l'ont convoqué pour suivre les ordres de la jeune princesse. Je ne sais pas comment ils s'attendent à ce qu'un garçon soit capable de comprendre un bébé juste parce qu'ils sont plus proches en âge. Bliss commence à parler librement et les autres demandent à Théo d'interpréter. Il dit que la princesse est heureuse que quelqu'un la comprenne, ce qui n'est absolument pas ce qu'elle a dit. J'imagine que ce gamin dit n'importe quoi tant qu'il fait plaisir à Lucas. Mais Bliss fait ensuite un commentaire sur la stupidité des autres et Théo rit doucement. Peut-être qu'il peut la comprendre après tout. Juste au cas où, Bliss essaie de tout expliquer d'un coup et, à son grand choc, il comprend et le communique aux adultes dans les moindres détails. Elle se rend compte qu'il doit avoir la capacité de communiquer, qui lui permet de parler à des créatures et des êtres qui n'ont pas le pouvoir de s'exprimer. Mais cela ne va-t-il pas lui poser un problème? Si ce gamin est dans les parages et qu'il l'entend bredouiller quelque chose sur sa véritable identité, il va falloir qu'elle fasse attention à partir de maintenant. Décidant d'utiliser son talent, Bliss lui dit directement qu'il devrait venir la voir souvent, espérant en faire son propre subordonné. Custiel, comme à son habitude, semble avoir la suspicion dans le sang et doute que Théo dise la vérité. Lucas ne le croit pas non plus. Dans son discours sur le territoire du Rohan, il a mentionné des nains très habiles au combat. Lucas et tous les autres habitants du royaume à l'époque croyaient que les nains avaient disparu, et ils pensent donc naturellement que le garçon ment. Apparemment,
il y a eu une politique d'éradication raciale lorsque l'empereur du siècle précédent a emprisonné et tenté de faire disparaître toute la race des nains. Ce que les autres ne savent pas encore, c'est que certains ont survécu et se sont retrouvés sur le territoire du Rohan. On dirait que c'est à Bliss de sauver son nouvel interprète de la colère de son père. À la fin, Théo prend la parole. Déterminé à faire ses preuves auprès du duc, il propose de faire venir un animal ou un autre enfant pour qu'il traduise. Mais en fin de compte, il dit que la chose la plus importante est d'avoir foi en la princesse et en tout ce qu'elle dit. Bliss est ravie d'avoir quelqu'un qui non seulement la comprend, mais qui la défend. Elle s'approche de lui pour le serrer dans ses bras, ce qui est tout à fait adorable. Elle l'aime tellement qu'elle lui demande de l'emmener se promener dans les jardins. Custiel, son fan numéro 1, entre en jeu avec elle alors qu'elle est toute mignonne, perturbant ainsi sa tentative de rallier Théo à sa cause. En père jaloux qu'il est, Lucas le regarde d'un mauvais œil parce qu'il s'est mis à faire des câlins à sa fille. N'oubliez pas qu'il y a quelques chapitres à peine, ces deux-là accusaient Bliss d'être une espionne et menacèrent de la tuer. Sachant que Théo l'entendra, Bliss lui dit d'arrêter de se battre, car de toute façon, c'est elle qui aime le plus son père. Lorsque Théo fait son rapport, le duc lui donne immédiatement le feu vert, comme sa fille s'en doutait. Cela s'avère déjà être un outil formidable pour Bliss. Elle n'aura plus à dorloter tout le monde pour arriver à ses fins. Elle dispose désormais d'un microphone humain. Les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Cependant, lorsque Théo raconte qu'Elinor a demandé à se promener avec lui, il pense qu'elle lui a demandé de sortir avec elle. Bliss se demande comment il a pu transformer son idée de cette façon. Lucas dit non. Bliss tente de lui dire par l'intermédiaire de Théo que ce n'est évidemment pas ce qu'elle voulait dire, mais ça ne sert à rien. Elle change donc de tactique. S'il ne les laisse pas se promener, elle jure de ne jamais l'appeler papa pour le reste de sa vie. Le grand-duc Brandt cède en entendant cela, et tous deux ont enfin un peu de temps pour eux. Bliss remercie Théo pour sa traduction et lui demande s'il est épuisé par ses relations avec des adultes stupides. Le pauvre enfant est probablement choqué de l'entendre parler ainsi de certains des guerriers d'élite de l'armée des démons. Mais plus que cela, il est reconnaissant. Il se sent redevable au duc de l'avoir recueilli et élevé alors qu'il n'avait nulle part où aller. Mais ce n'est pas gratuit. Après tout, s'il n'est pas utile à l'armée, il risque d'être tué. Le mode de vie n'est pas facile, mais Théo dit qu'il l'aime. Cela signifie qu'il peut rendre autant que ce qu'on lui a donné. Honnêtement, ce n'est qu'un enfant, et on lui a clairement lavé le cerveau pour lui faire croire qu'être un enfant soldat est quelque chose d'honorable. C'est vraiment n'importe quoi si vous voulez mon avis. Mais maintenant, ces perspectives se sont encore améliorées. En tant que traducteur de la princesse, il a trouvé un autre moyen d'être utile qui est légèrement moins dangereux. Enfin, tant que le duc ne pense pas qu'il sort avec sa fille. Et apparemment, le duc a toujours des soupçons, car lui, Warren et Custiel les ont suivis dans les jardins pour écouter aux portes. Mais ils sont aussi venus leur annoncer la bonne nouvelle. Le contingent a été autorisé à se rendre sur le territoire du Rohan, comme elle le souhaitait. De plus, il a nommé Théo comme son assistant personnel, afin qu'il puisse à la fois traduire pour elle et la protéger. Ravi d'être utile, Théo jure de protéger la princesse au péril de sa vie et de faire tout ce qu'il peut pour la servir, elle et son père. On dirait que la situation de tout le monde s'est nettement améliorée, et c'est grâce à Bliss. Quelques jours plus tard, Théo et Bliss sont dans le jardin et mangent ensemble de la glace pilée. Ils sont déjà les meilleurs amis du monde, mais c'est en grande partie parce que la princesse le veut ainsi. Elle est déterminée à le conquérir quoi qu'il en coûte, et jusqu'à présent, elle l'a gavé de tous les plats qu'il aime. On dit que le cœur d'un homme passe par son estomac. Après tout, elle lui a même donné une chambre dans le domaine, juste à côté de la sienne, après la misérable nourriture de l'orphelinat. Il doit avoir l'impression d'être au paradis pendant qu'ils discutent. Barbacha vient les rejoindre en courant, impatiente de dire bonjour à la petite Elénor. Elle semble s'être détendue car Bliss a l'audace de dire à Baba de sortir de sa vue et d'arrêter d'être si curieux, ce que le pauvre Théo doit traduire par quelque chose d'un peu plus poli. En fait, Baba est en route pour le dortoir, car c'est lui qui est chargé de l'entraînement d'aujourd'hui. Bliss ne se soucie pas du tout de l'entraînement du gamin, mais elle semble avoir une arrière-pensée. Elle prend son air le plus mignon et demande à Baba si elle peut venir avec lui. Alors bien sûr, il accepte, comme il n'y aura
n'aura que des enfants déjà entraînés. Bliss pense pouvoir trouver un moyen de les utiliser à son avantage. Mais lorsqu'ils arrivent au dortoir, ils sont confrontés à un spectacle qui donne à réfléchir. C'est bien pire que ce à quoi elle s'attendait. Que fait le duc avec tout son argent alors que tous ses enfants pourrissent ici? Il tombe sur les enfants en pleine crise. L'une des filles semble souffrir et ils craignent d'être découverts, malheureusement. Barbacha entre et voit la fille évanouie sur le sol, manifestement fiévreuse. L'état de la jeune fille semble assez grave. Sa poitrine est enflée et son cou est tout rouge. L'un des enfants suggère que la soupe du déjeuner contenait un champignon vénéneux et qu'elle s'en sortira s'ils obtiennent l'antidote. Barbacha pense qu'ils mentent et les prévient que si quelqu'un se fait prendre, il sera également mis à la porte. Ce qui n'est pas une chose facile à dire quand un enfant est évanoui sur le sol. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change de comportement aussi rapidement. Théo lui dit que cela arrive souvent. Si les enfants ne vont pas mieux, quelle que soit leur maladie, ils seront expulsés dans la banlieue. Et même la vie ici est encore mieux que la banlieue. Il l'emmène auprès de la jeune fille malade où Bliss reconnaît les symptômes d'un empoisonnement. Mais ce n'est pas à cause du déjeuner. Elle remarque dans sa poche des champignons réputés pour rendre plus fort. Si seulement vous pouvez supporter le poison, il faut être très fort pour le faire soi-même, surtout quand on est enfant. Il est clair que les autres enfants le savaient aussi et qu'ils ne font que la couvrir. S'ils ont une chance de survivre, ils doivent le faire ensemble. Aucun d'entre eux ne veut être renvoyé d'où il vient. Bliss doit réfléchir rapidement. Elle possède la magie de guérison et pourrait sauver la jeune fille en l'utilisant. Mais cela attirera beaucoup de soupçons s'il découvre qu'une si jeune enfant peut utiliser de telles capacités. Elle est encore hésitante lorsque la jeune fille l'attrape soudain et la supplie de la sauver. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Elle ne peut pas soudainement faire demi-tour et l'ignorer après cela. Bliss s'approche d'elle et lui donne très discrètement un peu de son énergie curative. Barbacha parle encore aux autres enfants. Mais Théo voit tout. Heureusement, Bliss réussit et la jeune fille se réveille en pleine forme. Elle demande ensuite à Théo de dire à Barbacha, en son nom, de ne pas brutaliser les enfants en bonne santé. Sinon, elle le dira à son père. Un geste plutôt audacieux. Mais c'est notre Bliss. Elle n'a pas grand-chose, mais elle a du cran. Elle lui demande également de nettoyer le dortoir et de donner une meilleure nourriture aux enfants. Sinon, elle ne l'aimera plus. On pourrait penser qu'un membre expérimenté de la garde personnelle du duc ne se laisserait pas influencer aussi facilement par un bambin. Mais beaucoup de choses absurdes se sont produites depuis l'arrivée de Bliss. Ce soir-là, à l'heure de la récréation, la princesse est un peu bizarre. Théo l'a vue littéralement faire de la magie sur un enfant mourant pour la sauver, mais il n'a rien dit. Elle craint que sa loyauté envers Lucas n'apparaisse et qu'il ne raconte au duc ce qui s'est passé. Les choses se gâtent entre eux. Théo semble sur le point de dire quelque chose quand soudain le duc, Barbacha et Michaela font irruption dans sa chambre. Lucas est furieux que son subordonné l'ait amené au dortoir. Ce qui semble juste. Ce n'est pas vraiment l'endroit où elle emmènerait un enfant, même s'il a été construit pour les enfants. Mais il en veut aussi à Théo de ne pas l'avoir arrêtée. Son devoir est explicitement de veiller sur elle. Et pourtant, il l'a emmenée dans un endroit dangereux. Alors bien sûr, le garçon s'excuse immédiatement. On dirait que Lucas est bien décidé à punir. Une fois de plus, Bliss doit intervenir. Elle ordonne à Théo de répéter exactement ses paroles. Puis elle dit à son père qu'elle a été très satisfaite du dortoir et qu'elle veut y aller plus souvent. Pour une fois, son père met les pieds dans le plat et lui dit de ne pas s'entêter. Alors elle passe à la vitesse supérieure et essaie de le charmer à la place. Elle lui dit qu'elle l'a tellement aimé qu'elle veut y vivre, puisque c'est son père qui l'a fabriqué. Comment pourrait-elle ne pas l'aimer? Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle cela fonctionne, mais c'est le cas. Mais évidemment, ils vont garder toutes les cloches et les sifflets de sa vie de princesse. Michaela est chargée de déménager et d'aménager une magnifique chambre, rien que pour elle. Je vois où cela nous mène. Bly espère qu'en étant dans le dortoir, elle obligera son père à mieux s'occuper des orphelins avec lesquels elle vit. C'est du moins ce qu'elle pense jusqu'à ce que Lucas annonce qu'il déménagera lui aussi. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression que ça va très mal se passer. Finalement, elle conclut un accord pour vivre seule dans le dortoir, mais seulement pour une semaine. Il lui aménage rapidement une superbe chambre et accepte de la laisser avec les autres enfants sans interruption pendant toute la semaine. Nous verrons bien combien de temps cela durera. Dès le premier jour, elle a déjà réalisé la moitié de ce qu'elle espérait. Le simple fait de vivre dans le dortoir a permis de le nettoyer complètement. Les enfants peuvent dormir dans des lits confortables et manger de la bonne nourriture. Et ils savent tous qui remercier pour cette belle nouvelle vie. Quelques jours plus tard, les élèves du dortoir sont réunis pour le dîner, avec Eleanor en bout de table. Elle leur dit de se détendre maintenant qu'elle a travaillé dur pour leur apporter une si bonne nourriture et qu'ils doivent profiter du temps qu'ils ont ensemble.
ensemble. Parmi les enfants se trouve Zéliane, la fille à qui elle a sauvé la vie. Elle a même apporté un cadeau pour la remercier. C'est très brillant. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un œuf de dragon. Comment une orpheline a-t-elle pu se retrouver avec un de ces œufs? J'imagine qu'un œuf de dragon doit coûter cher. N'aurait-elle pas pu le vendre et devenir millionnaire? Je l'aurais vendu à sa place. Cette fille n'a manifestement aucune idée de ce qu'elle offre. Et Bliss n'a pas l'intention de le lui dire. Mais au milieu de toutes ces réjouissances, il y a un enfant qui ne semble pas si reconnaissant au bout de la table. L'un des garçons voit clair dans son jeu. Il dit aux autres de ne pas s'habituer à ce traitement. Il ne durera que le temps qu'Eleanor est là, et elle sera partie dans une semaine. En fait, il n'a peut-être pas tort, mais il n'a pas besoin d'être aussi grincheux à ce sujet. Le gamin s'appelle Alex. Il vient d'une famille noble qui s'est effondrée. Il n'est donc pas facile à impressionner. Les autres enfants essaient de le faire taire. Même si Eleanor n'y voit pas d'inconvénient, elle leur dit de l'ignorer et d'apprécier leur repas. Mais Alex se lève et commence à lui crier dessus. Il ne supporte pas qu'elle ait eu de la chance et dit qu'elle n'est pas différente de l'un d'entre eux. Théo s'interpose et Alex s'en prend alors à lui et leur dit d'arrêter de donner des ordres à tout le monde. Le pauvre enfant a vraiment une dent contre tout le monde, au lieu de répondre à sa provocation. Eleanor lui dit de se taire et de prendre du chocolat. Car, comme nous le savons tous, le chocolat résout tous les problèmes. Non, littéralement. Elle sort un chocolat de son sac et le lui offre. Alex est bien trop lunatique pour l'accepter. Alors il s'en va en claquant la porte. Mais je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit. Pendant ce temps, le duc n'a cessé de relire les écrits de sa fille. Il a l'impression qu'elle lui manque. Mais il y a quelque chose qui le tracasse dans cette lettre. Ils appellent donc Custiel pour le consulter. Et il arrive dans ce que je ne peux décrire comme une chemise de nuit couverte de petits poussins, avec des pantoufles. Il montre la lettre à Custiel, qui est assez choqué. Son écriture s'est beaucoup améliorée depuis la dernière fois. Elle a dressé un inventaire complet des choses à réparer dans le dortoir et les a envoyées à son père pour qu'il s'en occupe. Elle ne se repose jamais, n'est-ce pas? En tant que responsable du dortoir, il demande à Custiel une mise à jour sur l'évolution de la situation. Il est heureux d'annoncer que les enfants sont beaucoup plus productifs ces jours-ci. Qui aurait cru qu'en traitant les gens avec gentillesse, en les nourrissant et en leur donnant suffisamment de sommeil, ils travailleraient mieux? C'est fou, non? De retour au dortoir, Théo semble se sentir délaissé après que la princesse a offert des chocolats et de la bonne nourriture à tous les autres orphelins pour s'assurer qu'ils se sentent appréciés. Eleanor lui offre une boîte de chocolat rien que pour lui, en remerciant son assistante pour son travail acharné. Elle lui promet de continuer à le couvrir de tout ce qu'elle peut et lui dit de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle puisse lui offrir de meilleures choses. C'est clairement de la corruption, mais le gamin le mérite. Il doit avoir du mal à traduire les remarques grossières de Bliss en quelque chose qui ne lui vaudra pas d'être battu tout le temps, après le succès du dortoir. Eleanor entre doucement dans la vie du palais et est présentée au monde comme la princesse fille du duc Lucas Brandt. C'est tout un changement par rapport à ses débuts. Alors qu'elle n'était qu'un bébé laissé dans un panier devant les portes du palais. Maintenant, elle est un peu plus adulte, et bien qu'elle soit capable de parler pour elle-même. Théo reste à ses côtés en tant qu'escorte personnelle. Après l'annonce officielle, Eleanor est submergée de cadeaux, encore des avantages à être la fille d'un des ducs les plus redoutés de l'Empire. Et à ce stade, je me demande si elle a toujours l'intention de se venger quand elle sera grande, parce qu'ils ont été plutôt gentils avec elle pendant tout ce temps, même si nous savons qu'ils mettront fin au monde si elle ne fait rien. Eleanor regarde les carrosses entrer dans le domaine avec Théo, annonçant l'arrivée du comte Carlos Aviden. Il a amené sa fille, qui a à peu près le même âge qu'Eleanor et qui est aussi très mignonne. Elle s'appelle Johanna. Et il espère qu'elle deviendra amie avec la princesse. J'ai l'impression qu'il se sert de sa fille pour se lier avec le duc. Mais peu importe, les Sword of the Black Sea se réunissent, comme d'habitude, pour s'émerveiller devant la beauté de Aliénor, qui s'est mise sur son 31 pour l'arrivée du messager de l'empereur. Elle doit être impliquée dans toutes les conversations à venir. Car l'anniversaire de la reine Reina arrive bientôt, et il est essentiel qu'il soit de son côté. Cependant, Gilbert, le messager, semble avoir un peu de mal à maintenir l'intérêt du duc, comme d'habitude. Il est bien trop occupé à jouer avec sa fille, assis sur ses genoux. Il interrompt même le messager pour demander à Custiel de lui trouver une jolie coiffure. Reste concentré, Lucas. Tu as un travail à faire pour attirer son attention. Gilbert, le messager, propose un ruban, un joli gros nœud pour la princesse, qui a l'air déçu que le seul autre adulte de la pièce ait cédé. Le duc est manifestement ravi. Il adresse même un rare sourire à Gilbert. C'est peut-être le troisième que l'on voit dans toute la série. Il ordonne à Custiel de sortir tous les rubans qu'il possède et se laisse complètement distraire en essayant de choisir un joli petit nœud. En fait, il est tellement distrait qu'il demande au messager
envisager de s'en aller. La princesse Éléonore est manifestement plus importante que l'établissement de relations avec la famille royale. Éléonore, bien sûr, est furieuse d'être obligée de se déguiser alors que son père adoptif ignore leur position politique. Elle s'affale dans sa chambre, verrouille sa porte et ordonne à Théo de ne l'ouvrir à personne, pas même à son père. Il semble que ce soit un autre gâchis qu'elle va devoir nettoyer elle-même. Mais le duc étant si protecteur, comment pourra-t-elle se faufiler dehors? C'est alors que, comme s'il lisait dans ses pensées, Théo l'assure qu'il l'aidera dans toutes les tâches qu'elle demandera et qu'il l'accompagnera tout au long du chemin. Éléonore est touchée par le dévouement, mais compte tenu de ce que son père est prêt à faire pour la protéger, ce n'est sans doute pas la meilleure idée de lui demander de tenir sa promesse. Mais c'est une bénédiction de l'avoir près de soi, surtout quand les généraux de son père sont toutes aussi obsédés par les princesses que lui. Il y a des jours où l'on a l'impression que les seuls adultes dans ce palais sont les deux enfants, finalement. Le duc parvient à enfoncer la porte et demande immédiatement à Custiel et Warren de s'emparer de Théo. Éléonore finit par perdre les pédales et leur ordonne de sortir. Au lieu de cela, plus tard il entre par effraction pendant qu'elle dort. Le duc Lucas Brandt a-t-il jamais entendu parler d'intimité, alors que lui et Custiel la regardent dormir comme de vrais crétins? Éléonore fait un cauchemar et se met à pleurer dans son sommeil. Il est loin de se douter que sa douce princesse de fille est en train de rêver de sa vie passée. Elle se souvient qu'une horrible bête est entrée dans sa maison et a assassiné sa famille. Elle se souvient que quelqu'un a donné sa vie pour sauver la sienne et qu'elle a été changée à jamais depuis ce jour. Au moment où elle se souvient de sa dernière attaque, son père vient la chercher pour la réconforter. C'est un peu tordu, non? Que l'homme qui a provoqué tout ce chaos la prenne dans ses bras. Le lendemain matin, elle n'est pas la même Éléonore enjouée que d'habitude. Elle a du mal à comprendre comment Lucas le père et Lucas le destructeur de monde peuvent être la même personne. Ses pensées sont soudainement interrompues lorsque Bihan franchit la porte sans frapper. On dirait que le concept d'intimité n'existe pas dans ce royaume. Le duc est juste derrière lui avec toute une équipe de médecins. Apparemment, le petit épisode d'hier soir l'a convaincu que sa fille est en pleine puberté. Quelqu'un d'autre pense-t-il que le duc est en train de perdre la tête? Les médecins pensent probablement la même chose. Mais comme il y a une récompense pour celui qui pourra guérir la princesse, ils ne vont rien dire. Quand aucun d'entre eux ne s'avance, Custiel sort même un couteau. Au lieu de céder à ses vibrations très bizarres, Lucas demande à sa fille si elle est blessée. Lorsqu'elle répond par la négative, il semble soulagé. Malgré toutes ces absurdités, il se soucie vraiment de la petite Éléonore. Mais lorsqu'ils ont un câlin, les souvenirs de son rêve de la nuit dernière reviennent et la Bliss qui est morte des dizaines de fois par sa faute ne peut pas se retenir. Elle repousse son père avec sa magie, stupéfiant tout le monde dans la pièce. A-t-elle enfin repoussé les limites cette fois-ci? Il semble que ce soit le cas. Lors d'une réunion ce soir-là, Custiel évoque ce nom que nous n'avons pas entendu depuis un certain temps, Kareya. Même Warren semble méfiant. Ils pensent tous les deux qu'elle a été envoyée par cette personne maléfique qu'est Kareya. Éléonore écoute à la porte et lorsqu'elle entend cela, elle n'a pas d'autre choix que de s'interposer. Elle fait irruption dans la pièce et sort les grands moyens. Elle l'appelle papa. Je ne sais pas pourquoi cela plaît tant à ce type, mais c'est le cas. Il trouve ça tellement mignon qu'il lui demande de le répéter. Éléonore raconte qu'elle a rêvé qu'il était blessé et qu'elle a eu tellement peur qu'elle a couru jusqu'ici. Après lui avoir dit qu'il était le meilleur des papas, elle lui a apparemment tout pardonné. Je ne peux pas croire que ce soit aussi facile. Mais ils ont d'autres choses à faire lors de la prochaine réunion du conseil. Éléonore est à l'honneur, indiquant des points stratégiques sur une carte du territoire du Rohan. Ils veulent offrir à la princesse ce qu'on appelle le serpent d'or, mais c'est risqué. Un certain Kroika règne sur la région en question. Pour éviter les conflits, Éléonore leur dessine un itinéraire qui leur permettra de ne pas se faire repérer. Il est décidé qu'elle doit accompagner l'équipe chargée de trouver le serpent. Alors on vote pour savoir qui aura le privilège de l'accompagner. Elle veut seulement que Bihan l'accompagne, car il est suffisamment idiot pour ne pas remettre en question la clairvoyance suspecte dont elle fait preuve dans la région. Son père est très déçu de ne pas pouvoir l'accompagner. Alors qu'Ellie fait ses bagages, elle l'entend se disputer avec Bihan à l'extérieur, avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passe. La voiture dans laquelle elle était censée se trouver a disparu. On dirait que son père a envoyé Bihan sans elle. Elle sort en courant pour essayer de le rattraper. Mais son père l'oblige à choisir. C'est lui ou Bihan. Bon sang, je ne pensais pas que ce type serait aussi vexé pour une petite quête. Même sa fille est plus mature que lui.
lui. Eleanor refuse de jouer à ces jeux stupides. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle doit aller au Rohan. Peu importe avec qui ou ce qu'il faudra faire. Il a l'air furieux. Mais avant que l'un d'eux ne commence à crier, Théo prend la parole. Il commence à tâtonner sur les mots, manifestement nerveux à l'idée de parler devant le duc. Mais il finit par expliquer à son maître que tout cela faisait partie d'un grand plan visant à apporter à Lucas un cadeau provenant du territoire du Rohan. Il explique que la princesse a toujours voulu exprimer sa gratitude et qu'elle a voulu accompagner Bihan pour que ce soit une surprise. C'est plutôt rapide de sa part, et comme toujours, il suffit d'un peu de flatterie pour que le duc soit complètement dupe. Ils arrêtent la calèche avant qu'elle ne quitte les lieux et trouvent Bihan aux prises avec un oiseau en colère. Oh, et le gamin Alex du dortoir. Apparemment, Bihan l'a entraîné lui-même, si bien qu'il est maintenant très fort. Ce groupe improbable se met donc en route. Théo, Eleanor, Bihan, Alex et cet aigle très agressif, en traversant la ville. Eleanor reconnaît le son d'un groupe célèbre de son ancienne vie. Très utile pour obtenir des informations, il longe les musiciens et Eleanor leur dépose un paquet d'argent sans raison apparente. Il s'avère que le groupe est connu sous le nom de Long-Nez et que leur véritable activité consiste à kidnapper et à vendre les enfants des nobles, quel que soit son plan. Il est interrompu lorsque l'estomac d'Eleanor se met à gargouiller. Lorsqu'il s'arrête dans une auberge ce soir-là, elle a, disons, une mine un peu désastreuse. Bihan part à la recherche d'un médecin et laisse les garçons s'occuper de sa santé. Théo est attentif, comme toujours, et se propose de faire à peu près tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente mieux. Mais Alex, le sale gosse, profite de l'occasion pour la taquiner. D'ailleurs, c'est lui qui lui a donné un sandwich dans la calèche tout à l'heure. Je mets ma main à couper que c'est à cause de lui qu'elle en est arrivée là, quand Eleanor tente de quitter la pièce. Il claque la porte devant elle et refuse de bouger en se moquant d'elle. Évidemment, Théo ne va pas tolérer cela, mais Alex s'approche directement pour attraper sa chemise. Il traite Eleanor de fausse princesse et Théo d'idiot pour n'avoir pas su voir la vérité. Qu'est-ce que ce gamin a découvert? Quelque chose dans la façon dont il parle à Théo déclenche ses souvenirs douloureux d'orphelin. Il donne soudain un coup de poing à Alex. Celui-ci riposte encore plus fort. Ils se battent sur le sol et pendant ce temps, quelqu'un s'infiltre par la fenêtre et kidnappe Eleanor. Ils poursuivent le kidnappeur dans les bois. Mais bientôt, Théo perd ses forces. La potion que le kidnappeur a jetée dans la fenêtre était un gaz somnifère. Il a donc dû en inhaler trop pour pouvoir courir. Cela signifie que c'est à Alex de la récupérer. Et je dois admettre qu'il fait du bon travail. Enfin, jusqu'à ce que le kidnappeur la prenne comme bouclier contre lui et qu'elle, lui vomisse dessus. Au milieu de tout cela, Bihan a parcouru la ville à la recherche de tous les médicaments qu'il pouvait trouver. Il s'apprête à repartir quand il est abordé par un vieil ami, ou devrais-je dire, un ennemi, de retour dans la forêt. Alex est presque en train de rattraper la princesse lorsqu'il trébuche et attrape le kidnappeur à la place d'Eleanor. Il s'arrête. Eleanor à terre et Alex toujours agrippé au pantalon du pauvre criminel. Le kidnappeur le gifle à juste titre. Mais leur bref combat se termine très vite. Le kidnappeur brandit sa flûte, mais elle ne fait pas le poids face à l'épée d'Alex. En quelques instants, il est à genoux et sans défense. Il laisse la princesse échapper à son emprise. Le pauvre Théo a presque rattrapé son retard et commence à se sentir découragé. Après tant d'années passées aux côtés de la princesse, il a raté sa formation. C'est lui qui aurait dû sauver Eleanor, mais c'est Alex qui a pris sa place. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour Théo. Il n'a aucune idée que dans ses autres vies. Il est devenu le meilleur et le plus loyal soldat du duc. Et c'est à cause d'Eleanor qu'il n'arrive pas à atteindre son potentiel. Alex tient son épée sous la gorge du kidnappeur. Mais soudain, un coup de feu retentit. Il se retourne pour découvrir les deux autres membres gang de kidnappeurs qui la retiennent prisonnière. Ils le forcent à lâcher son épée, et dans la fraction de seconde où il est sans défense, le kidnappeur le saisit et le transperce. Théo crie, et soudain, il reçoit une balle dans la poitrine. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une minute. Tout le monde allait bien, et maintenant les acolytes de la princesse sont tous les deux en train de se vider de leur sang sur le sol. S'il y a un moment où Bliss doit sortir et utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs, c'est bien maintenant. Elle lève donc le poing vers le ciel et invoque un gigantesque éclair. Lorsque la fumée se dissipe, tous les bandits sont ligotés avec une corde magique et lumineuse. Dès qu'elle s'est occupée d'eux, elle court vers ses compagnons qui ont l'air sérieusement mal en point. Elle les fait s'asseoir pendant qu'elle utilise sa magie pour les soigner. C'est alors qu'elle remarque que non seulement Théo est littéralement blessé par balle, mais qu'il s'est aussi tailladé avec son épée pour rester éveillé contre les effets de l'appel du sommeil. C'est incroyable. J'aime vraiment cet enfant. Je veux dire, je sais que c'est un peu extrême, mais tu sens qu'il est motivé. Pendant ce temps, Alex est terrifié par la princesse. Elle vient d'utiliser des pouvoirs d'attaque de niveau 5, et maintenant
Maintenant, elle le soigne comme si de rien n'était. Les kidnappeurs commencent à poser les mêmes questions. Alors Eleanor les fait taire en utilisant à nouveau ses pouvoirs de foudre. Voilà, c'est ça. Montre-leur qui est la patronne. Inconscient de tout ce qui vient de se passer dans la forêt, Bi-Han est dans un bistrot avec cette mystérieuse personne encapuchonnée. Elle s'appelle Karina et semble très intéressée par le nouvel héritier du duc. Apparemment, le mariage d'un humain avec un être comme le duc est soumis à des lois magiques complexes. L'annonce de la princesse a donc fait sourciller beaucoup de monde. Toute cette situation semble très louche. Mais au moment où Karina dit que la princesse doit être mignonne, Bi-Han se plie en quatre et l'invite à revenir la voir. Mais je ne suis pas sûr qu'il la qualifierait encore de mignonne s'il voyait ce qu'elle est en train de faire. Elle vient de forcer les kidnappeurs à signer un contrat magique qui fait d'eux ses esclaves. Si l'un d'entre eux le rompt, son âme sera littéralement détruite. Elle n'a pas vraiment appliqué le contrat, mais comme ils y croient, ils viendront chaque fois qu'elle les appellera à l'avenir. Plutôt intelligent pour un enfant de 7 ans. Lorsqu'elle retourne auprès des garçons, elle est surprise de voir Alex pleurer. Il n'est plus aussi arrogant, n'est-ce pas? Comme si tout cela ne suffisait pas pour une soirée. L'œuf de dragon d'Eleanor se met à briller. Je me demandais quand cette chose entrerait en jeu. Sa foudre géante a dû le réveiller, mais cela n'a pas suffi à faire éclore le dragon. L'œuf le lui dit littéralement dans son rêve, juste avant de demander un baiser à un visage familier. Eleanor se réveille de ce cauchemar troublant pour trouver Bi-Han dans le lit à côté d'elle et commence immédiatement à le battre avec un oreiller. Non seulement il les a laissés se faire presque tuer la nuit dernière, mais en plus il essaie de faire le malin. Les garçons arrivent pour leur servir le petit déjeuner. Après les événements de la nuit dernière, le caractère d'Alex s'est totalement métamorphosé. Après qu'Eleanor a promis de ne pas dire à Bi-Han ce qui s'est passé, Alex lui est devenu totalement loyal et accepte même d'emménager dans le palais avec elle et Théo. En parlant du palais, Lucas s'ennuie tellement de sa fille qu'il s'est mis à faire des dessins d'elle. Sérieusement, comment ce type a-t-il pu finir duc alors que sa fille lui manque dans l'enceinte du palais? L'une des servantes sort soudain un couteau et tente d'attaquer Lucas, mais ce n'est pas comme si cela pouvait arrêter quelqu'un d'aussi puissant que lui. En quelques secondes, il a figé le corps de la servante dans l'air et lui a brisé le cou. Ok, je m'excuse de l'avoir critiqué tout à l'heure. Je comprends maintenant pourquoi c'est lui le duc. Alors que les autres se promènent au marché à la recherche d'un cadeau pour Lucas, Eleanor est abordée par un petit garçon qui mendie dans la rue. Le souvenir d'avoir été dans cette même position dans sa vie antérieure est si fort qu'Eleanor ne peut pas l'ignorer. Elle va donc acheter toute une boîte de pâtisserie et de pain à la boulangerie et les lui apporte. Alex et Théo la regardaient avec admiration et faire un commentaire sur le fait qu'elle ressemble au duc. Il n'est pas certain que le duc soit particulièrement gentil avec les orphelins, puisqu'il les enfermait et les affamait jusqu'à l'arrivée d'Eleanor. Mais Théo commence à se demander pourquoi la princesse déteste tant être comparée à son père. Alex tente d'expliquer que le duc a déjà agi de la sorte et révèle que Marcia, la servante, a même été sauvée par lui. Eleanor est totalement choquée. Je suppose qu'elle ne le croyait pas capable de bonté. Et honnêtement, je peux comprendre qu'elle soit encore en pleine crise existentielle sur la question de savoir si son père adoptif est vraiment un méchant ou non. Elle est en train de retourner à la calèche quand l'orphelin lui tend un cadeau, en remerciement pour le pain. C'est une sorte de collier qui a l'air d'avoir de la valeur. À ce stade, je me demande ce que font tous ces orphelins affamés avec des objets magiques de grande valeur. Si vous étiez affamé, la première chose que vous feriez ne serait-elle pas de vendre votre collier de grande valeur ou l'œuf de dragon que vous gardez depuis des années? Eh bien, ils doivent avoir leur raison. Ellie doit être la fille la plus chanceuse du monde pour continuer à trouver tous ces objets. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir davantage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, cela nous aide énormément.